troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Emmanuel Kouzoumoami, analyste économique et politique. Blaise Ndoumbe-Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise. Kabine Fofana, analyste politique. Sans plus tarder, le Zoom. Le Maroc adopte le projet de loi portant ratification à l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine signé en mars 2018. Un pas de plus pour ce marché commun, vaste marché de plus d'1 milliard d'habitants. Une zone de libre-échange censée développer le commerce intra-africain en Afrique où les échanges entre pays ne représentent que 18% du commerce. C'est faible comparé à l'Europe où 70% du commerce est réalisé entre les États membres de l'Union européenne et c'est justement l'objectif ultime de la zone africaine de libre-échange. Mariama Dramé. Plus que 2 ratifications pour l'adoption de la zone de libre-échange continentale africaine. Une année après son adoption à Kigali au Rwanda, la ZLECAf fait bien des progrès. Ce 23 février, le Maroc a ratifié ce texte, le rapprochant encore plus près d'une adoption au cours de cette année. Ceci va permettre à un certain nombre de secteurs de se déployer tant au nord qu'au sud de la Méditerranée et surtout ceci va permettre aux échanges africains, intra-africains, de redevenir ce qu'ils étaient du temps de nos grands-parents, quand tous ces échanges étaient extrêmement puissants et extrêmement forts, et dire que mon arrière-grand-père allait à Tombouctou faire ses études pour pouvoir enseigner le droit à Sfax en Tunisie. Avec la ZLECAf, 90% des échanges de biens seront dégrevés des droits de douane, mais pas que. À terme, les 84 000 km de frontières qui existent actuellement en Afrique devront disparaître. L'arrivée du royaume chérifien dans le grand marché de la ZLECAf confirme les assurances de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les avancées enregistrées s'agissant de la zone de libre-échange sont particulièrement encourageantes. Les 6 pays qui n'ont pas encore signé cet instrument doivent le faire dans les délais les plus brefs et ceux qui ont déjà franchi ce pas concluront rapidement les procédures de ratification. Pour entrer en vigueur, cet accord signé lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine le 31 mars 2018 à Kigali devrait être ratifié par 22 membres sur les 44 États signataires et ainsi déclencher le seuil d'entrée en vigueur de ce vaste marché de 1,2 milliard d'habitants censé faire porter le commerce intra-africain de 18% actuellement à 51% à l'horizon 2022. Alors encore 2 ratifications avant l'entrée en vigueur de la ZLEC, Kabine Fofana. Alors une ratification du Maroc qui intervient quelques jours, quelques semaines après la nomination du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine. L'Égypte, tout comme le Maroc, qui souhaite se réengager finalement sur la scène continentale. Absolument, il y a derrière cette décision une approche plutôt stratégique oui. Et qui soit liée à une envie de se positionner sur l'échiquier africain. Donc le Maroc est quand même aujourd'hui un pays très important en termes de validité sur le commerce en Afrique. Il a en son sein, il a réussi en fait à développer une partie importante de services. Il y a des sociétés marocaines qui sont déployées un peu partout en Afrique de l'Ouest notamment. Je crois qu'aller vers une zone libre-échange sur l'espace africain est très important parce que ça permettra non seulement de mettre en place ou de fluidifier plutôt la coopération sud-sud, mais c'est aussi une sorte de frein à cette avancée chinoise. On sait combien de fois nos pays sont envahis, nos économies sont envahies par la Chine et tout. Et voilà, permettre à ce que les pays africains, comme l'a rappelé tout de suite un des intervenants, c'est qu'il y a quelques années, nous étions quand même des pays libres en termes d'échanges et tout. Il faut revenir à cette forme de coopération que je trouve assez importante parce que ça permet non seulement aux économies africaines de s'imbriquer, mais aussi d'empêcher la Chine aujourd'hui, qui est quand même en train de foutre du bordel sur le continent. Emmanuel Kouzoumoami. Oui, je suis toujours réservé quand il s'agit des organisations continentales africaines. La zone de libre-échange continentale, pourquoi pas, mais au profit de qui ?
je ne dirais pas du tout au profit des Africains. C'est vrai qu'aujourd'hui, les échanges intérieurs, c'est entre 15 et 20%, mais c'est les échanges de commerce pur. Or, qui dit zone de libre-échange économique suppose déjà qu'il y ait des productions africaines à échanger entre les pays. Suppose déjà que nous ayons des technologies ou des productions agricoles, je ne sais pas, pétrolières, minières ou d'autres productions manufacturières que nous échangeons, que les Africains vont échanger entre eux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Deuxième élément, effectivement, vous évoquez le cas du Maroc, qui est le pays qui s'industrialise très vite. Comme l'Algérie d'ailleurs, la Tunisie suit le mouvement, l'Algérie était déjà un pays industriel, mis à part la partie de la gouvernance politique qui pose problème, mais la partie économique de l'Algérie se porte relativement bien. Autrement dit, cette zone de libre-échange qui va s'ouvrir sur le plan continental et va avantager ceux qui produisent, qui vont vendre en Afrique. Oui. Mais ceux qui ne produisent rien, notamment une grande partie de l'Afrique subsaharienne, ce seront toujours des consommateurs. Et rien n'interdit à ce que, notamment les plateformes de production, le Maroc en est une aujourd'hui. Je ne prends qu'un exemple de la production automobile française qui sont produits au Maroc aujourd'hui. La France pourrait aussi ouvrir son marché sur l'Afrique subsaharienne à partir de ces plateformes de production qui sont en Afrique du Nord. Donc nous allons ouvrir un champ de commerce qui est plutôt la zone de libre-échange pour le déplacement des biens et des services, des personnes très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour cela. Moi, je veux bien qu'on dise, je vais partir de Tunis pour aller à Johannesburg, en voiture. Mais quelque part, vous ne traversez pas la forêt. Donc, tout ça, c'est une bonne volonté politique. Il faut bien qu'il y ait des objectifs, c'est nécessaire. Mais s'il y a un pilier, s'il y a peut-être un maillon qui a été sauté dans cette affaire-là, ce sont des coopérations intra-régionales. Nous avons 5 régions en Afrique. Ces 5 régions devraient d'abord construire des stratégies de développement intra-régionales, qu'on développe nos infrastructures au niveau régional, qu'on développe l'accès au niveau continental. Qu'on développe l'accès à l'électricité, donc à l'énergie de façon générale, dans ces régions, au niveau des 5 régions. Et une fois qu'on a cette fois-ci ces bases qui sont vraiment des socles du développement, qu'on peut cette fois-ci échanger entre régions, là, la zone de libre-échange continentale aurait un sens. Sinon, pour l'instant, vous ouvrez plutôt la libre circulation des biens et des services, mais pas des personnes. Malheureusement, l'Union européenne a l'avantage d'être très petite sur le plan superficiel de l'étendue. D'autre part, c'est un ensemble qui avait déjà une base industrielle et une base d'infrastructures solides, sur laquelle s'est construite l'Europe. En Afrique, on n'a pas cette base. Donc pour vous, les préalables, finalement, n'ont jamais été posés. Blaise Ndoumbe et Youm. Oui, effectivement, on a un problème sur les préalables qui ne sont pas posés, mais il faut garder espoir, parce qu'il faut dire que le Maroc n'était pas tourné vers l'Afrique. Il y a peu, le Maroc frappait encore à la porte de l'Europe pour participer plutôt à l'ère de Sarkozy dans un vaste programme économique de l'Europe, en entrant dans ce marché européen. C'est par défaut que le Maroc revient en Afrique, déjà. Il faut déjà poser les choses. Donc il a plutôt intérêt, mon collègue l'a dit tout à l'heure, par rapport à un certain nombre d'entreprises manufacturières dont le Maroc dispose aussi, et même des entreprises de construction, parce que le Maroc a de grosses entreprises de construction de travaux publics qui travaillent dans l'Afrique subsaharienne. Mais ce marché nouveau, nous ne devons pas en avoir peur. Nous ne devons pas en avoir peur parce que même si on n'a pas mis les préalables, on va devoir s'y préparer d'une manière obligée. Des pays africains subsahariens qui ne sont pas encore organisés, qui consomment, importent à 90%, 80-90% pour certains, l'ensemble de leurs produits de consommation de première nécessité. Du riz encore consommé alors qu'on l'importe, des boîtes de sardines, etc. Des choses basiques sont encore... Mais quand même, Emmanuel Kouzoumoumi a posé la question, mais pour importer quoi exactement? Oui, donc ces échanges... On échange quoi précisément? Ces échanges vont se structurer au fil de la structuration de ce marché. Parce qu'évidemment, on va arriver au marché comme n'importe quel marché. À l'époque où il y avait le marché, on parlait de Tombouctou et des parents, des grands-parents. Chacun venait avec quelque chose et forcément se perfectionnait par la suite par rapport à la demande. Il y a une demande qui va être exigeante aujourd'hui. Il y a des standards que nous ne respectons pas encore. La raison pour laquelle beaucoup de nos produits ne peuvent pas être exportés dans des marchés beaucoup plus exigeants au niveau des normes. On le sait. Et on va s'arrimer forcément à ces marchés parce qu'on a quand même des produits qui sont susceptibles
susceptibles d'être vendus à l'extérieur. Beaucoup de nos produits, bananes, cacao, ananas, etc., pour ne citer que par exemple ce type de produits, sont vendus en Europe. Il y aura une bonne partie de ces produits qui s'écouleront en Afrique. Non, mais pour moi, il y a trois prérequis qui n'y sont pas. Pas du tout alors. Parce que dans l'échange économique, donc commercial, il y a au moins trois choses. Il y a le fait que nous avons des infrastructures permettant les déplacements de marchandises, les déplacements des personnes aussi. On ne peut pas le faire au sein même des régions. L'Afrique occidentale a effectivement aboli les circulations de personnes via visa qui sont supprimées. Mais aujourd'hui, il est encore difficile d'imaginer une fluidité d'échange sur le plan commercial au sein de la même région d'Afrique occidentale. C'est encore plus compliqué d'imaginer que toute l'Afrique, globalement, va devenir un champ de mouvement, de circulation, d'échange aussi facilement que cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, on n'a pas de production. Il y a des pays qui produisent, c'est vrai. L'Afrique du Nord, disons ce qu'on appelle l'Afrique arabo-musulmane, vous allez du Maroc à la Tunisie, à l'Algérie, même si la Libye a connu des problèmes, c'est un pays qui est relativement avancé. Donc ces éléments-là, le fait qu'on ne produit pas, on ne produit pas encore, on ne transforme pas encore nos productions intérieures en Afrique, on va maintenant ouvrir le marché pour consommer ce qui est produit ailleurs. Ça veut dire que ça va freiner la production intérieure africaine. C'est sûr, c'est attendu. Troisième élément, troisième frein. Nous avons un niveau d'éducation qui est extrêmement disparate. Il y a des pays qui sont relativement bien avancés. L'Afrique du Nord se porte très bien sur le plan de l'éducation, de la recherche et des équipes de développement qui sont très très avancées, qui coopèrent avec l'Union européenne. Vous avez cité le cas des relations entre le Maroc et l'Europe, la Tunisie et l'Europe également, l'Algérie et l'Europe. Ce sont des situations qui sont déjà avancées. Et vous avez de l'autre côté en Afrique subsaharienne, où même le niveau de l'éducation primaire, on avait parlé tout à l'heure de la Guinée, 25% de petits Guinéens ne vont pas à l'école. Vous allez dans certains pays comme le Niger, 30% d'enfants ne vont pas à l'école. Nous sommes dans des situations telles qu'il faut d'abord les fondamentaux, l'éducation, la production industrielle et les infrastructures pour commencer à parler des échanges économiques intra-continentaux. On arrive au terme de cette émission et je voudrais vous entendre quand même sur cette question, Kabine Fofana. Oui, en fait, ce qu'il faut quand même faire remarquer en termes de nécessité, ou disons ce que cette ouverture de la zone de libre-échange pourrait faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des start-up, des jeunes start-up qui sont en train d'être montées en Afrique. On a des agripreneurs jeunes qui se battent un peu dans nos pays. Ça pourrait permettre cet échange, notamment sur le plan technique, sur le plan de la formation. Un pays comme le Maroc, qui est quand même un pays qui travaille bien et qui développe de plus en plus en termes d'industrie. Des pays comme l'Afrique, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Bénin et autres pays qui sont des pays agricoles, qui sont en train aujourd'hui de voir des start-up être mises en place, notamment des jeunes agripreneurs qui se développent, mais qui ont parfois du mal à avoir de l'expertise sur le plan agricole ou même sur le plan commercial. Des machines. Exactement, peut bien apprendre. Et comme vous l'avez dit, ce qui est quand même important, c'est que au sein, quand je prends par exemple l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a une sorte de conformité en termes de libre-échange, mais en réalité, c'est très compliqué. Quand je prends un pays comme le Sénégal et puis la Guinée, parfois, c'est très, très compliqué au niveau des frontières. Donc, il y a des préalables qu'il faut quand même mettre en place, notamment. Il faut sensibiliser la police des frontières sur toute cette éventualité qui devra... Il y a des infrastructures qui doivent se mettre en place. Mais je pense que tout ça se fera en allant du jour au lendemain. On ne pourrait pas tout avoir. Même si on décidait de mettre en place des infrastructures en premier, on mettrait bien en place une zone de libre-échange par la suite. Si on a mis la zone de libre-échange avant, même si certains préalables ne sont pas, j'ai l'espoir que les politiques de ces pays qui sont aujourd'hui en difficulté, que vous avez cité, notamment l'Afrique subsaharienne, vont s'arrimer. Merci beaucoup à tous les trois. Fin de cette émission. Merci à vous, Blaise Ndoumbe Youm. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Merci à vous également, Kabine Fofana. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci, Emmanuel Kouzoumouami, analyste économique et politique, auteur du partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation et de la relance de l'Afrique aux éditions L'Harmattan. Merci à tous les trois d'avoir été présents ce soir. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très vite sur Africa 24.